Deux. Ouais, super, on m'entend. Rebonjour à tous donc, et bonjour à ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure. Je vais vous présenter une petite conférence, enfin un petit talk sur la nécessité. Enfin, je vais essayer de vous expliquer la nécessité de chiffrer toutes vos communications et l'ensemble de vos communications. Pourquoi? Je vais vous donner quelques pistes pour comment le faire. On ne va pas rentrer trop dans les détails techniques. Pour ça, on a un atelier cet après-midi où on pourra installer un peu tout ça, discuter un peu plus technique, algorithmique qui font un peu mal à la tête, etc. Là, le but, c'est vraiment d'expliquer à tout le monde, à tous ceux qui n'y connaissent pas forcément grand-chose en cryptographie, que chiffrer ces communications, c'est non seulement simple, mais c'est également nécessaire. Si vous avez des smartphones qui scannent les QR codes, sortez-les parce que je vais vous en passer quelques-uns, puisque j'ai pas réussi ou j'ai la flemme d'embarquer toutes les vidéos que je voulais passer, donc il y en a 2-3. Ça vous permettra d'avoir les vidéos, d'avoir les liens, etc. On va utiliser cette superbe technologie qu'est le QR code. Alors déjà, on va commencer par une première petite vidéo d'introduction qui est en fait un mix qui a été fait par des gens de la Quadrature du Net. C'est, je suppose que beaucoup d'entre vous l'ont vu, c'est le Sarco Antinet Megamix, qui en fait va durer, qui dure 2 petites minutes 30, remonter un peu mix, etc. Et qui montre bien la volonté de ces gens que certains d'entre nous ont élus, qui se sont déclarés, nos gouvernants, que en fait, le net, ils veulent absolument le contrôler, le fermer, et que dessus, il n'y a que des cyber-crypto-nazis pédophiles sur Internet. Je suis fier moi-même d'être un cyber-crypto-nazi pédophile, et d'être donc la cible de ces gens-là. Spéciale dédicace d'ailleurs à tous nos amis de la DCRI qui sont probablement présents parmi nous. Donc, pourquoi est-ce qu'il est important de pouvoir communiquer librement? Parce que sans liberté de communication, il n'y a pas de liberté d'expression. Si vous êtes surveillé, si des gens peuvent récupérer, lire ce que vous dites, etc., vous ne pouvez pas communiquer, donc vous ne pouvez donc pas vous exprimer librement. Pour pouvoir communiquer librement, il faut communiquer en toute confiance. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez sûr que ce que vous disiez ne pourra pas forcément être intercepté, modifié à votre insu. Il faut que vous puissiez être sûr que la personne à qui vous vous adressez puisse recevoir le message tel que vous avez envie de lui délivrer. Il faut que vous puissiez être sûr, si vous avez envie que votre communication reste secrète, que vous soyez sûr que votre communication reste secrète. Et donc voilà. Donc, pour instaurer ce climat de confiance, face à la cyberguerre que nous oppose un peu tout le monde, donc je vais vous détailler pourquoi, nous sommes donc actuellement dans un état de cyberguerre, contrairement à ce que certains pourraient dire, oui, c'est une petite cyberguerre. Non, on est véritablement sur un conflit d'informations sur la liberté de communication. Donc on va commencer par prendre le premier exemple qui nous vient tout de suite à la tête. Le premier ennemi, c'est les nations. La plupart de nos États et de nos gouvernants ont décidé que des choses seraient mieux pour nous au niveau de nos communications. Donc on va commencer par les États-Unis, qui sont assez connus pour ça, qui ont donc 2 textes de loi principalement. Le DMCA, qui est un peu un système pour oui, vous n'avez pas le droit de copier, et le Patriot Act, qui est à base de écoutez, on soupçonne que vous êtes un terroriste. Voilà, on n'a pas besoin de le prouver, on a juste besoin de le soupçonner. On va faire ce qu'on veut, et plus tard, on devra prouver que vous êtes un terroriste. Une fois que l'enquête sera finie ou que quelqu'un viendra nous demander de le prouver. Donc ça, c'est aux États-Unis. C'est pas en Syrie, pas en Égypte, hein, c'est aux États-Unis, une démocratie resplendissante. En Europe, on commence à en avoir un peu plus déjà. On a l'EUCD. Donc l'EUCD, c'est une directive européenne qui implémente en fait le DMCA et qui nous a amené après à avoir Adopi, ou DADFSI, je ne sais plus laquelle des deux. On a eu l'IPRED et l'IPRED 2 qui s'occupent pareil de nos communications, et le paquet Télécom qui a d'ailleurs permis à Télécomics d'exister en luttant contre ce paquet Télécom qui a pour but d'analyser, de filtrer toutes les télécommunications. Et en France, on va revenir chez nous, je pense que vous connaissez tous ces 3 acronymes-là, vous en avez forcément entendu parler. Donc il y a la loi de confiance de l'économie numérique, il y a la LOPSI, et la DATFSI. Alors la DATFSI en fait rend illégal le fait de parler de cryptographie, comme ça c'est réglé. On n'a pas le droit de parler de failles de sécurité et autres, c'est illégal. Donc cette conférence est illégale, hein, sachez-le. Si vous avez des comptes à régler, ben voilà. La LCEN en fait est de la loi de confiance dans l'économie numérique qui fait voilà, si vous êtes au courant que des gens chiffrent, il faut nous le dire. Enfin, si on vous le demande, il faut nous le dire. Et la LOPSI qui fait tellement de choses en fait que je ne vais pas forcément trop détailler, j'en aurai pour plusieurs heures. Face à ça, on a encore d'autres petits pays dont on entend beaucoup parler en ce moment, la Tunisie, l'Égypte, l'Iran, la Syrie, la Chine, la Corée du Nord. Donc tout ça, ce sont des pays
qui ont coupé les communications, qui les ont filtrées, qui les ont analysées. En Tunisie, avec l'agence tunisienne d'Internet qui faisait « non, vous ne ferez pas de SSL et on récupérera tous vos mots de passe Facebook pour pouvoir vous espionner ». En Égypte, où ils ont coupé carrément Internet. En Iran, où ils sont en train de mettre en place un intranet iranien bien à eux, dans leur coin. En Syrie, où ils ont coupé Internet et puis les lignes téléphoniques aussi, parce qu'ils ont bien vu que nous, on s'en servait en Égypte pour faire passer des communications. Et où d'ailleurs les militants syriens se font régulièrement torturer pour donner leurs mots de passe et leurs clés. En Chine, ils ont construit leur Internet à eux. En Corée du Nord, c'est plus simple, il n'y a pas d'Internet. Donc voilà, ouais, enfin... ouais. En fait, la Corée du Nord, on a regardé avec Fou comment ça fonctionnait. C'est assez rigolo parce que toutes les communications qui viennent du monde extérieur passent par un satellite chinois. Donc la Corée du Nord, et il ne doit pas y avoir beaucoup de gens connectés, mais les gens qui sont connectés, non, tu exagères un petit peu, il y avait 3 ranges d'IP. C'était des petits ranges. Voilà, bon, ça pingait pas beaucoup, hein, mais enfin voilà. Le truc, c'est que toutes les communications passent par un satellite chinois. Donc voilà, donc les nations nous empêchent de communiquer librement en éditant nos communications à notre insu, enfin plus ou moins à notre insu. Il y en a qui font ça plus ou moins bien, il y en a qui font ça de manière très sale, il y en a qui font ça mal. Ensuite, on va continuer parce que les nations c'est facile, il y a les entreprises, principalement 2, Facebook et Google, qui veulent tout savoir sur vous. La dernière en date, Facebook, quand vous créez un compte Facebook, maintenant on vous demande votre carte d'identité, une photocopie de votre carte d'identité avec votre nom, prénom, photo. C'est les nouvelles conditions de Facebook. Ils font de la reconnaissance visuelle à votre insu, ils vous suivent, ils vous tracent, ils analysent tout votre flux de données, tout ce que vous faites sur Internet. Vous êtes connecté sur Facebook, vous allez sur un site, pas en naviguant par Facebook, avec votre navigateur, vous allez sur un site où il y a le bouton j'aime de Facebook. Facebook sait que vous avez visité ce site-là, vous n'avez même pas besoin de cliquer dessus. Ils le savent. Google, c'est pareil, ils font les mêmes avec le +1, avec leur moteur de recherche, etc. Google ne vous présente plus les meilleurs résultats, ils vous présentent les résultats qu'ils ont envie de vous présenter. Et d'autres entreprises, enfin il y a Twitter qui fait les mêmes, et toutes les entreprises qui font du social media ont un intérêt financier à vous suivre, à vous garder chez eux, à vous conserver à l'intérieur, à ce que vous ne puissiez pas communiquer librement, parce qu'ils vous surveillent, ils savent tout ce qui se passe. Et ensuite, il y a toutes les atteintes au partage, dont on parle beaucoup en ce moment, pour lesquelles se bat le Parti Pirate, la Quadrature du Net. Donc en France, on a ACTA et Hadopi qui sont... en France, non. Au niveau mondial, on a ACTA qui est en cours de négociation, qui est donc un traité dicté par des entreprises aux États et poussé un peu en force un peu partout. On a la Hadopi qui est un peu pareil, mais au niveau français. Et on a TMG, Trader Media Guard, qui n'est jamais qu'une police privée. Le but de TMG, c'est de vous espionner. Ouais, on avait... Enfin, il y en aura d'autres, c'est un exemple. Il y en a d'autres, il y en aura plein d'autres. Mais oui, ils ont sauté, mais il y en a d'autres et vous savez pas, on ne les voit pas forcément, ils se cachent. Donc ce sont des polices privées. Elles sont mandatées par des organismes qui ont pour but de gagner de l'argent, pour venir vous espionner, pour faire « Bonjour, vous faites des choses illégales ». Non, je fais rien d'illégal, je suis sur Internet, je télécharge des données, il y a peut-être quelqu'un qui a usurpé mon identité, enfin voilà, que sais-je. Donc, on en est arrivé au stade où on peut commencer à parler d'infocalypse. Alors l'infocalypse, qu'est-ce que c'est? C'est un concept qui est dérivé de l'apocalypse, qui est utilisé lorsqu'on cherche à détruire l'information sans raison valable. Alors, les 4 chevaliers de l'infocalypse, les voici. Donc il y a Pédobir, notre grand ami Pédobir. Pour protéger les enfants, il faut censurer, il faut filtrer Internet. On en a plein en ce moment en France, c'est en train d'arriver, amendement 18 de la LCEN, par exemple. L'autre, c'est le blanchiment d'argent. Pareil, Argel, jeu en ligne. On surveille les casinos pour éviter le blanchiment d'argent. Le 3e chevalier de l'infocalypse, c'est le trafic de drogue et de faux médicaments. Enfin, notamment de faux médicaments qui peuvent tuer des gens. Et le 4e, c'est le crime organisé. Il manque un S quelque part. Vous corrigerez. Donc les mafias du web, etc. Alors, après, c'est pareil, vous pouvez dire, non, mais ils n'ont pas fait tout ça quand même. Si, ils l'ont fait. Cette vidéo, c'est Frédéric Lefebvre, en 2 minutes 30, en une phrase et demie, il sort les 4 dans une seule phrase. C'est assez édifiant de voir à quel point ces gens-là, qui soi-disant se donnent représentatifs, comment ils considèrent Internet. Enfin, Internet, vous, moi, eux, enfin tout le monde. Madame Michu aussi, notamment, parce que Madame Michu, c'est important de penser un peu à Madame Michu. Donc, face à toutes ces différentes menaces, il faut développer ce qu'on appelle la crypto-anarchie. Alors, qu'est-ce que la crypto-anarchie?
Tout d'abord, c'est une théorie mathématique, c'est-à-dire que ça ne fonctionne que pour des communications. Ça ne fonctionne pas ça ne fonctionne pas IRL, ça ne fonctionne pas dans les manifestations, ça ne fonctionne pas dans les révoltes. Pour diverses raisons, je vous détaillerai plus tard. En fait, la cryptoanarchie part du principe que pour obtenir la liberté de communication, il faut obtenir l'absence de surveillance de ces communications-là. C'est-à-dire qu'il faut rendre impossible la surveillance de nos communications. Un moyen très simple pour ça, c'est de faire en sorte que nos communications ressemblent à des nombres aléatoires. Si les gens qui espionnent nos communications ne sont pas capables de dire si on communique ou si on s'envoie des séries de nombres aléatoires, ils ne peuvent pas les espionner, ils ne peuvent pas les déchiffrer, nous avons gagné, nous pouvons communiquer librement. Il faut savoir que c'est techniquement faisable actuellement par plusieurs moyens. En fait, il faut procéder par plusieurs niveaux. Donc d'abord, il faut commencer par anonymiser vos flux. On va parler ici de routage en oignon, donc de Tor. L'anonymisation de flux, en fait, qu'est-ce que c'est? Ça vous permet de ressortir en un point aléatoire du réseau. Le gros principe, donc Internet, enfin le routage classique, comment ça se passe? C'est bonjour, je suis Hawking, je veux envoyer un paquet à Jean-Marc, mais je ne sais pas où il est. Donc je demande bonjour Paul, je suis Hawking, je veux envoyer un paquet à Jean-Marc. Paul fera passer à son voisin, à son voisin, à son voisin, jusqu'à ce que Jean-Marc arrive au paquet. Tout le monde sait que j'ai envoyé un paquet à Jean-Marc et peut le lire. Absolument tout le monde. Le principe des systèmes tels que Tor, en plus de fournir des darknets, le principe de Tor, c'est justement, moi je donne un paquet à quelqu'un qui est aléatoire. Donc je lui dis juste, je calcule une route aléatoire, et je lui dis voilà, le prochain nœud dans ta route, c'est ça. Donc tous ceux qui sont dans le routage dans l'oignon ne connaissent que le précédent et le suivant. La donnée est complètement chiffrée, donc ils ne peuvent pas la lire. Et en plus, il n'y a pas forcément de garantie qu'elle passe 2 fois par le même endroit, jusqu'à ce qu'elle arrive au nœud de sortie. À partir du nœud de sortie, c'est comme si c'était vous le nœud de sortie, vous êtes sur l'Internet normal, classique, vous avez vos pages Google qui reviennent sur le nœud de sortie. Le nœud de sortie fait la même chose dans le chemin inverse, donc il connaît qu'un des deux intermédiaires et il ressort. On ne peut pas, mathématiquement, dans les implémentations actuelles, c'est peut-être possible, on ne peut pas savoir d'où vient l'origine du paquet, de la requête et de la page. Alors on en revient toujours à ce problème de confiance, parce que, oui, effectivement, le nœud de sortie, il voit tout ce qui se passe. Il voit la communication telle qu'elle sort de votre PC quand vous êtes sur l'Internet normal, il voit tout ce qui passe. Donc, il faut lui faire confiance. Moi, je suis paranoïaque, je ne fais pas confiance. Par défaut, tant qu'on m'a pas prouvé que je peux faire confiance, je ne fais pas confiance. C'est pour ça que nous allons utiliser des combos avec notre ami Shoni. On va combiner ça avec des techniques de chiffrement de flux. Alors, chiffrement de flux, c'est-à-dire qu'en plus de chiffrer la route et de trouver un point de sortie aléatoire dans Internet, la donnée qui va transiter jusqu'au serveur, après de ce point de sortie vers le serveur, va être chiffrée. Alors, on a plein de techniques pour ça, parce que nous sommes créatifs. Donc il y a SSL et TLS, qui sont basés sur les mêmes principes, même si ce n'est pas forcément tout à fait les mêmes implémentations. Donc SSL et TLS, c'est basé sur du chiffrement par certificat. En gros, le serveur possède un certificat qui fait « oui, si j'ai ce certificat, je suis bien et bien qui je prétends être ». C'est un peu une carte d'identité. Donc la communication par le SSL est chiffrée de bout à bout. C'est-à-dire qu'entre le moment où elle sort par votre carte Ethernet et le moment où elle va rentrer sur la carte Ethernet du serveur pour être analysée ensuite par les services web, par le Apache, par les IMAP, par tous les serveurs qu'il y a derrière, c'est chiffré de bout à bout. A priori, ce n'est pas possible de récupérer la fin. Le petit problème de SSL, c'est qu'on a ce qu'on appelle des autorités de certification. C'est-à-dire, ce sont des gens auxquels les fabricants de logiciels, donc que ce soit des navigateurs ou des systèmes d'exploitation, font confiance. Ça va être les VeriSync, ça va être les Komodo, ça va être ces gens-là, et qui disent, voilà, nous, on est des autorités, on fait les choses bien, on est propre, on a une bonne réputation, et vous nous donnez 250 $ et en échange de ça, on vous signe votre certificat. Donc on dit, oui, voilà, nous pouvons nous tenir garant que vous êtes effectivement bien qui vous prétendez être. Alors, le problème, encore une fois, c'est toujours un problème de confiance. L'autorité de certification, il y a des cas récents qui nous l'ont montré, ne sont pas forcément toutes fiables. Par exemple, Komodo. Komodo qui s'est fait hacker, pirater, ou ont vendu leur certificat, j'ai pas forcément trop suivi l'ensemble des détails. Mais ça a permis à l'Iran, par exemple, de récupérer, bonjour, j'ai le certificat Hotmail. Je peux faire un serveur qui est Hotmail pour l'ensemble des mails. Quand on ira sur ce serveur-là, on ne verra pas que ce serveur a été falsifié, que c'est un faux, et voilà, puisque j'ai des faux papiers. Ce qui permet en fait de faire ce qu'on appelle les attaques man in the middle. Donc le man in the middle, c'est l'homme du milieu. C'est bonjour, je reçois un paquet, je le lis, je le transmets au suivant, alors qu'il n'est pas censé être là.
Il faut savoir qu'en SSL, maintenant, on fait avec des faux certificats, avec des appliances web, type ce qui se vend en Syrie d'ailleurs, comme le fait Blue Coat ou comme le font certains fabricants français. Hein, Alcatel aussi, enfin voilà. Plein de gens, Cisco le fait aussi. Enfin, tous ceux qui vous fournissent des switches sécurité pour les entreprises sont capables de faire, bon ben voilà, il y a une communication SSL qui arrive sur mon serveur, je le détecte, hein, c'est sur le port 443, c'est chiffré, je la déchiffre, je l'analyse, je décide que c'est une communication légitime, je la rechiffre, je l'envoie au serveur derrière. Soit par du vol de certificat. Alors, en entreprise, normalement, ça se fait en installant correctement les certifications sur les postes de travail, donc ça se fait proprement. Dans les pays du Maghreb ou du Moyen-Orient, ça ne se fait pas du tout comme ça. Ils ont volé des certificats, ils ont des faux certificats, ce qui fait que parfois on peut avoir une alerte de certificat sur Facebook par votre navigateur parce qu'il voit bien que c'est un faux papier. Donc voilà, il y a l'Iran, la Syrie qui font ça. La Chine le fait très probablement. Enfin, l'ensemble des pays comme ça qui veulent censurer, récupérer Internet. Alors, une petite application qui a été faite par l'Electronic Frontier Foundation, qui font des choses très très bien, c'est HTTPS Everywhere, donc je vous conseille de l'installer. C'est un petit plugin Firefox où il doit avoir fait des versions pour Chrome, pour les principaux navigateurs, qui va forcer l'activation du SSL par défaut sur l'ensemble des sites qui le permettent. Donc par exemple, quand vous irez sur Facebook ou sur Google, vous serez par défaut en HTTPS. Donc, c'est pas la panacée, mais c'est déjà toujours mieux que quand c'est en clair et que n'importe qui peut lire tout ce qui passe sur les tubes. Ensuite, un autre protocole, donc un premier exemple, c'est TCP/Crypt. En fait, TCP/Crypt se met encore plus bas. Donc, avec le SSL, on est sur la couche qu'on appelle la couche applicative. Donc, ça va être, je chiffre les données vers le serveur, je chiffre juste les données. On ne voit pas mon login et mon mot de passe. TCP/Crypt est un protocole qui se met sur une couche en dessous, au niveau du TCP, d'ailleurs d'où ce nom de TCP/Crypt, qui se met donc sur la couche de transport et qui va chiffrer les paquets pour les envoyer vers un autre serveur qui comprend ou pas TCP/Crypt. Ça reste un protocole best effort, c'est-à-dire que si le serveur en face ne comprend pas le TCP/Crypt, il recevra un paquet normal non chiffré. S'il comprend le TCP/Crypt, un peu dur à dire. S'il comprend le TCP/Crypt, on va chiffrer, on va lui envoyer. C'est des algorithmes de chiffrement qui ne sont pas basés du tout sur des certificats ou autres. C'est du chiffrement mathématique, ce genre de choses, où ils se mettent d'accord sur des échanges de clés générés à la volée. Ça fonctionne à peu près. Plus on l'installera, plus il sera déployé, plus ce sera pertinent de l'installer. Il y a d'autres solutions, donc là j'en ai pris une, TCP/Crypt, qui est celle que je connais, sur laquelle je me suis un peu documenté. Mais voilà, on peut encore chiffrer à ce niveau-là, au niveau transport. Après, en dessous, ça commence à devenir pas forcément super pertinent. Ensuite, une fois que maintenant on a chiffré votre flux de communication, qu'il est anonyme, donc il sort par un point aléatoire d'Internet, ce qui se passe sur la donnée, sur les paquets de données, n'est pas récupérable, n'est pas cassable facilement. Nous allons pouvoir commencer à chiffrer ce qu'il y a à l'intérieur de ces paquets qui sont déjà chiffrés. Ouais, il faut toujours en mettre une couche de plus. Donc, le plus simple, et le plus efficace pour chiffrer, à mon avis, des fichiers pour les gens, ça reste GNU-PG, GNU Privacy Guard, qui est une implémentation libre de PGP, qui est Pretty Good Privacy, un protocole de cryptographie, qui a été qualifié par certaines sommités comme Bruce Schneier de système de sécurité proche d'une sécurité militaire. Il faut quand même savoir qu'actuellement, avec des clés suffisamment longues, les gouvernements ne sont pas encore en état de casser les clés. Parce que le seul moyen, c'est la brute force, et vu la longueur des clés qu'on peut se traîner, on arrive assez loin. Le GNU-PG permet d'implémenter ce qu'on appelle un Web of Trust, une toile de confiance. Le principe de la toile de confiance, c'est, voilà, moi, je suis Hawking, je suis paranoïaque, je fais confiance par défaut à personne. Il y a quand même quelques personnes avec qui j'ai envie de communiquer ou avec lesquelles j'ai besoin d'échanger des données privées. Donc, je vais leur faire confiance à eux. Pour leur faire confiance, je vais signer leur clé avec une valeur qui va de 3, je ne fais pas confiance, à 5, je leur fais extrêmement confiance. Et qui va représenter, en gros, un certain niveau de confiance pour différents logiciels, et aussi pour n'importe qui voudrait voir, ah bah tiens, lui, à qui est-ce qu'il fait confiance? Ce qui permet d'étendre mon réseau de confiance. Donc n'importe qui sait à qui je fais confiance. Donc ils pourront peut-être lui faire confiance aussi, parce que si moi je fais confiance à quelqu'un, c'est que j'ai une raison. Bonne ou mauvaise, après, ça c'est un autre problème, mais c'est que j'ai une raison. Donc sur le Web of Trust, on peut, grâce au Web of Trust, établir tout un réseau de contacts avec lesquels on a différents niveaux de confiance, de confidentialité. Savoir que oui, lui, bon, on lui fait pas confiance du tout, on sait que c'est un espion gouvernemental ou d'une corporation ou d'un groupe adverse ou autre, donc on lui signe pas sa clé, on le garde à l'écart, ou lui, c'est mon meilleur pote, ou c'est la personne avec qui je vis ou autre, et je lui fais extrêmement confiance, je pourrais lui confier ma vie, etc. Ce qui permet ensuite donc de chiffrer vos mails, vos fichiers, etc. C'est un système de cryptographie, que je ne dis pas de conneries, qui doit être symétrique. C'est-à-dire que vous chiffrez pour une clé. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez chiffré le message, vous ne pouvez plus le lire. Le seul qui peut le lire, c'est le destinataire du message qui a sa clé.
avec des systèmes de clés privées, clés publiques qui s'échangent. Enfin, après, c'est toujours pareil, on peut toujours les relire. Mais voilà, donc c'est un système qui est quand même relativement fort, qui est relativement simple à utiliser par rapport à d'autres solutions, qui s'installe très très bien par différents plugins, soit directement dans le client mail, c'est inclus de base, soit par un plugin, notamment pour Thunderbird ou ce genre de choses. Il y a des clés, alors il y a des possibilités de signer des clés. On a une key party signature qui est organisée pendant tout le PSES. Donc allez voir des gens, demandez-leur, oui, bonjour, je suis machin, voici ma clé publique, voici le hash de ma clé publique. Est-ce que tu veux bien signer ma clé? Vous faites un échange de signature, vous augmentez votre Web of Trust. Voilà, vous n'êtes pas obligé de croire à tout le monde ici universellement. Il y a probablement des espions et des agents parmi nous. Si vous pouvez lever la main, ça serait super sympathique, ça nous faciliterait la vie. Le GNU-PG permet aussi autre chose, quelque chose d'assez intéressant, c'est la signature. C'est-à-dire que quand vous envoyez un mail, vous envoyez à quelqu'un, mais vous n'avez pas forcément sa clé privée ou il n'utilise pas GNU-PG. Vous pouvez signer le mail. C'est un peu comme mettre un sceau sur une lettre. C'est-à-dire que le logiciel de gestion des mails derrière va voir si la signature est correcte ou pas. Si la signature est correcte, ça veut dire que le contenu du mail n'a pas été modifié et que c'est a priori bien vous qui l'avez émis, puisque votre clé est protégée par mot de passe. Si la signature est incorrecte, ça veut dire que quelqu'un ou quelque chose a modifié le mail pendant le trajet au milieu. Donc méfiez-vous-en, les infos ne sont pas forcément vraies. Donc ça permet aussi de faire ce genre de système-là, donc pareil, de faire, oui, il y a un mail qui a été intercepté, qui a été modifié, qui a été altéré. Alors les anti-spam, les antivirus ne modifient pas le corps du message, donc ça pose normalement pas de problème. Alors, tout ça c'est bien joli. On va parler de la loi un peu, parce que ça fait un peu peur en France. Enfin, en France et partout dans le monde. Donc déjà, on peut, globalement parlant, utiliser tout ce qu'on veut comme cryptographie. Librement, les longueurs de clés que vous voulez, les algorithmes que vous voulez. Vous n'avez pas le droit d'exporter de matériel cryptographique, mais je pense que c'est le cas de personne ici. Vous pouvez utiliser librement tous les systèmes de cryptographie avec les longueurs de clés que vous voulez. En France, ça a changé, c'était avec la LCEN. Auparavant, une clé de plus de 128 bits, il me semble que c'était une arme de guerre de catégorie 2. Donc on arrive dans le lance-roquette. Voilà, je chiffre avec 128 clés, c'est la même peine que si j'ai un lance-roquette stocké chez moi dans mon garage. Oui. Exporter du matériel cryptographique dans ton choix, c'est par exemple, je te faisais Zimmerman avec le PGP? Alors, je sais pas ce qui est. Alors, je ne suis pas pénaliste, légaliste ou autre. De ce que j'en comprends du exporter le système de clés, c'est voilà, moi je suis une société française, enfin je suis une société allemande, j'ai inventé un système de cryptographie, je veux le vendre à une société française. Pour le vendre à une société française, comme c'est pas quelque chose qui a été fabriqué en France, donc je l'exporte ou je l'importe, il faut que j'ai l'autorisation du ministère de l'Intérieur. Alors il me semble qu'il y a une notion de vente dessus. S'il y a des avocats ou des pénalistes ou autres qui peuvent me corriger, ça m'intéresse d'avoir exactement un point un peu plus précis là-dessus. Ouais, je me suis documenté dessus pour ma boîte, donc j'ai 2-3 infos là-dessus. Si tu fais un système de cryptage, tu dois le déclarer. Point 1. D'accord? Enfin, on ne les écrit pas non plus tous les jours. Donc si tu fais un système de cryptage, tu dois le déclarer. Alors, ce qu'on appelle un système de cryptage, ça veut dire j'ai fait un XOR avec un cryptage par ou exclusif avec une clé un peu bizarre. Si tu as fait un système de cryptage, tu dois le déclarer. Donc tu dois déclarer ta clé. Donc grosso modo, tu dois te mettre à poil devant le DCRI justement. Point 1. Ensuite, le point 2, c'est que tu as deux lois qui fait que quand tu es dans une boîte et que tu dois crypter, tu dois toujours te mettre au maximum de l'état de l'art. C'est écrit comme ça dans la loi, au maximum de l'état de l'art. Donc grosso modo, tu ne dois pas pouvoir enfin, il n'y a que celui qui a le mot de passe qui peut pouvoir décrypter. Donc si tu fais ça pour tes clients, normalement tu n'as pas accès aux données. C'est des clients qui ont accès aux données. Mais tu as aussi une autre loi qui dit que quand les flics arrivent et te demandent les données du client, tu dois pouvoir leur donner. Donc tu dois pouvoir... donc grosso modo, tu choisis entre est-ce que c'est le responsable technique qui va en taulle ou est-ce que c'est Alors, on va y revenir. Voilà. Mais c'est les points essentiels. Et l'export, c'est tout ce qui rentre sous le coup de la déclaration rentre aussi sous le coup de l'export. Donc tu as fait un bête cryptage et tu te dis tiens, je vais héberger ça aux États-Unis, c'est de l'export. Ok. Merci de ces précisions. Donc. Alors, ensuite, il y a toujours ce qui est bon. Donc, on peut utiliser comme on veut, et comme le disait Adrien,
La problématique reste la clé. C'est-à-dire que, ben oui, je peux chiffrer comme je veux, les gouvernements, ils interceptent, ils essaient de casser le système. Avec GNU-PG, ils n'y arrivent pas, parce qu'on utilise des grosses clés de 4096 bits, avec des chiffrements RSA, enfin voilà, des trucs un peu de bourrin. Donc, aux États-Unis, la personne qui a mis en place le système de chiffrement est protégée par le 5e amendement, donc le droit de ne pas s'incriminer soi-même, qui lui donne le droit de refuser de donner la clé de cryptographie. Voilà, il y a eu des jurisprudences, il y a déjà eu des cas, des affaires dans ce genre-là. On va se rapprocher un peu parce que les États-Unis, c'est super loin. Grande-Bretagne, la loi RIPA, ou je ne sais pas comment ça s'appelle leur système, donc je ne sais plus à quoi représente l'acronyme, qui en fait dit non, mais vous nous donnez la clé, sinon vous allez en prison. Donc il y a quelqu'un actuellement qui purge une peine de 9 mois de prison parce qu'il a refusé de donner sa clé de chiffrement. Et il y a des amendes aussi, mais bon, les amendes, c'est un détail. Et en France, c'est parce que si on refuse, donc normalement ils viennent avec une commission rogatoire pour demander le droit d'accéder au truc. Si on refuse, c'est de l'obstruction de la justice, donc c'est pareil, c'est 6 mois de prison, 50 000 € d'amende, je crois. Alors c'est du sursis, mais voilà. Donc si la police vient chez vous, vous demande la clé, vous ne posez pas trop de questions, vous donnez votre clé à votre avocat et vous dites vous voyez ça avec mon avocat. C'est a priori la solution, voilà, c'est mon avocat qui l'a, je la lui ai donnée, voilà. Pareil, avaler sa clé, etc., c'est de l'obstruction de la justice. Sauter à pigeon sur votre YubiKey pour la casser en 4 au moment où les flics débarquent chez vous, c'est de l'obstruction de la justice. Bon, alors pour contre ça, on a le double hit combo. Ouais, j'aime bien Street Fighter 2. On a ce qu'on appelle le concept de déni plausible. La possibilité de faire non, moi je ne chiffre pas. Vous ne pouvez pas le prouver. Vous pouvez au mieux avoir un soupçon, mais je ne chiffre pas. Donc, j'ai pas de clé de chiffrement, donc je n'ai pas à vous la donner. Alors, le déni plausible, une implémentation qui est fortement connue, que beaucoup de gens ont entendu parler, c'est TrueCrypt. C'est multiplateforme, ça marche dans tous les sens, c'est des gros algorithmes de chiffrement qui font mal à la tête, qui permettent de chiffrer des fichiers, des volumes ou des partitions complètes, des machines virtuelles, etc. Ouais, aussi. Il y a plein de choses, il y a plein de... Donc, TrueCrypt en soi est un bon logiciel, relativement bon logiciel de crypto. Il y a pas mal de gens qui font oui, mais c'est pas sûr. En fait, s'il n'est pas sûr, c'est parce que déjà, quand vous lancez, si vous avez un Firefox installé dans votre partition TrueCrypt et que vous le lancez, Firefox, il va créer des fichiers temporaires dans votre système. Donc les gens vont savoir qu'il y a un Firefox qui a été lancé depuis un endroit qui n'existe pas sur ordinateur. Donc ils vont avoir un soupçon que vous êtes en train de leur cacher des choses. En même temps, ils ont raison, vous leur cachez manifestement des choses. Donc quand vous utilisez TrueCrypt et que vous voulez utiliser des applications à l'intérieur d'un fichier TrueCrypt, ou d'une partition TrueCrypt, ou etc., faites bien attention à bien garder l'ensemble de l'application dans ce système de fichiers, dans cette partition, à ce que ça n'en sorte jamais, parce que sinon vous vous grillez. Il y a plusieurs possibilités qui permettent aux forces de police d'avoir un soupçon raisonnable que vous utilisez du chiffrement. Notamment, quand on analyse les tables de partition des disques à certains niveaux, on peut un peu détecter des trucs bizarres dans la structure des disques, etc. Donc il faut déjà qu'ils aient commencé à démonter les disques, à faire des copies binaires, à faire des grosses analyses dessus. Donc bon, ça veut dire qu'a priori ils cherchent quelque chose, ils savent manifestement que vous leur cachez des trucs. Voilà. Ce qui est absolument le cas de personne ici, non, personne ne cache de données. Et ensuite, il faut quand même bien voir que TrueCrypt stocke ses clés en RAM, et donc que c'est sensible à ce qu'on appelle le cold boot. En gros, on arrive, on ouvre votre PC, bombe à froid, on gèle les RAM, donc elles vont arrêter d'évoluer, on les récupère, on les dump, on les branche sur un autre PC, et on peut récupérer le contenu, et donc notamment les clés. Donc voilà, il y a comme tout outil de cryptographie, TrueCrypt est très bien, on en parle beaucoup, mais c'est pas du tout une panacée, il faut l'utiliser en conjonction avec d'autres moyens. Donc dans votre TrueCrypt, chiffrez vos fichiers avec GPG par exemple, mettez votre clé GPG dans un autre conteneur TrueCrypt que votre conteneur TrueCrypt principal, enfin voilà. Ça peut être rapidement assez compliqué, il ne faut pas s'en mêler les pinceaux, mais si vous avez vraiment des données à protéger, c'est un des meilleurs moyens à faire. Alors, dernière chose, aucun système n'est sûr, aucun, jamais. Si le mec qui vous dit ça, vous lui jetez une pierre à la tête, c'est faux. Tout système finit toujours par casser, il y aura toujours quelqu'un d'assez motivé pour venir vous l'ouvrir en 4. Ouais, voilà, c'est des systèmes de test. Tout système de cryptographie se périme, c'est-à-dire qu'actuellement on est sur du GPG, donc moi je suis en 4096 bits, donc des clés super longues, ça prend une demi-heure à générer. Mais ça se périme, c'est-à-dire que les ordinateurs sont de plus en plus puissants. Actuellement, il y a des entreprises aux États-Unis qui commencent à commercialiser des ordinateurs quantiques, à 10 millions de $, et puis après il faut fournir de l'hélium refroidi, donc c'est pas le particulier qui va se lâcher étrangement, je pense plutôt à des agences gouvernementales. Donc avec ce genre d'ordinateur-là et de ce genre de technique, on peut casser votre système. Donc il faut se maintenir à jour tout le temps, en permanence. Enfin en permanence. Tous les 6 mois, 1 an, il faut vérifier vos clés, les changer, les évoluer, etc. Et il y a ça reste toujours valide. Donc c'est un comics XKCD. Vous lisez tous l'anglais, vous arrivez à le lire d'ici?
Donc la case de gauche, en fait, c'est ce qui se passe dans la tête d'un crypto-nerd. Il a chiffré son portable. Allons construire un ordinateur à $1 million pour le craquer. Ah non, c'est pas la peine, il a une clé 4096 bits RSA. Zut, notre plan machiavélique est gâché. Ce qui se passe dans la vraie vie, tiens, va le droguer, prends cette clé à $5, va lui taper dessus jusqu'à ce qu'il te donne ta clé. C'est ce qui se passe en Syrie, hein, rigolez pas, c'est vrai. En Syrie, pour voler des comptes Facebook, ils vont tabasser des gens. Ils les attrapent les manifestants dans la rue, ils les tapent, donne-nous ton compte, ils les torturent pendant des heures et des jours et tu lui donnes les clés. Donc à un moment donné, il faut se dire, est-ce que vaut mieux que je meure ou que je protège mes données? Ou que je les propage et qu'elles soient diffusées, que si je meurs, je ne suis pas le seul en danger. Donc ça, c'est un peu les limites de la crypto-anarchie. Voilà, la limite de la crypto-anarchie, elle est là, c'est-à-dire que c'est un système mathématique. C'est-à-dire que si on arrive à communiquer de manière à ce que toutes nos communications ressemblent à des nombres aléatoires, ben, quand on va manifester dans la rue, il y a un moment où on est tous ensemble au même endroit. Donc à ce moment-là, la police peut nous attraper, peut nous taper dessus. Donc ne partez pas du principe que parce que vous chiffrez, vous êtes à l'abri des balles, de tout ce genre de trucs-là. Si jamais vous avez une donnée, c'est ce qu'on dit avec Telecomics aux gens qui sont en Syrie, qui veulent faire fuiter des données, qui ont des doutes. Si vous ne faites pas confiance, surtout ne faites rien. Parce que s'ils n'ont pas confiance et que leurs données se retrouvent entre de mauvaises mains, eux, ils risquent leur vie. Nous, on risque actuellement de faire un tour en prison et un passage ou deux à tabac. Eux, ils risquent leur vie. C'est quand même pas vraiment dans le même système. Ouais, on risque pas trop encore notre vie. Hein. On va en prison, on se passe à tabac, mais on reste pas trop notre vie. Est-ce que vous avez des questions? Il y a un micro qui circule, je crois, quelque part. Au revoir. Oui, c'est juste un complément sur ce que tu disais sur Facebook tout à l'heure. Il me semble que quand tu t'inscris dessus, normalement, tu es obligé de donner ton vrai nom. Oui. Et si tu leur as d'ailleurs permis de dégager beaucoup de comptes d'activistes qui avaient pris des pseudos. Et donc c'est la suite logique, d'un certain côté, de devoir présenter une pièce d'identité. Absolument, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas lu les conditions d'utilisation. Un compte Facebook doit être lié à votre vrai nom et votre vrai prénom. Vous ne pouvez pas mentir sur Facebook, enfin pas sur votre profil. Par contre, l'exacte chose, c'est qu'ils peuvent demander la carte d'identité. Ils ne la demandent pas systématiquement, mais ils peuvent la demander. Ah, t'es sûr que c'est ils peuvent? Ah, je pense, parce que s'ils doivent recevoir à chaque fois un scan de la carte d'identité, ils vont avoir un peu moins de ressources pour justement casser les activistes après derrière. En même temps, moi ça me va. Hein. Pareil. Le sujet de la con, c'est il faut sortir couvert, etc. Mais le revers de la médaille, c'est que, par exemple, dans un pays en crise, un mec qui va justement jouer au crypto-anarchiste, chiffrer toutes ses communications, de base, il va se faire taper. Il va se faire taper dessus parce qu'on voit qu'il chiffre. Donc, quelque part, il risque sa vie en se protégeant. Alors, il risque sa vie. De base, il risque sa vie. Voilà, c'est un manifestant, c'est quelqu'un qui va manifester. Il risque sa vie en Syrie ou en Iran. Alors après, s'il est tout seul à chiffrer, oui, ça va se voir. Par contre, si on chiffre tous, c'est le principe de la crypto-anarchie, il faut qu'on soit tous à chiffrer, le plus possible, du moins tous, enfin j'espère, le plus possible de gens, chiffrent leur communication pour justement ne plus avoir ce problème-là de « Ah oui, mais je suis le seul Pékin à chiffrer, forcément je cache quelque chose ». Oui, déjà je cache quelque chose de ma vie privée, qui ne regarde a priori que moi, et beaucoup de données aussi diverses et variées qui transitent, enfin voilà. D'autres questions ? Le fait de travailler sur une machine virtuelle aussi, ça peut augmenter la sécurité? Alors, il y a différentes choses auxquelles je n'ai pas parlé. Effectivement, une machine virtuelle qui est créée dans un conteneur TrueCrypt, typiquement, permet d'améliorer un peu sa sécurité. Donc, la machine des lecteurs chiffrés, on chiffre les données qui sont dessus. Tout ce qui est périphérique passe par du chiffrement par TrueCrypt. Normalement, on est sécurisé. Il y a aussi ce qui va être les VPN et les proxys, dont je n'ai pas parlé parce que je ne suis pas forcément super fan. Parce que c'est pareil, il faut faire confiance à la personne dont on se sert de proxy ou de VPN. Si le mec il vous fait non mais c'est bon, t'inquiète, j'ai un proxy russe en Chine, pas cher, gratuit, etc. Viens chez moi, viens le prendre. Moi, ça me paraît bizarre. Voilà, c'est pas quelqu'un à qui je fais confiance. Il a forcément un intérêt à ce que j'utilise son proxy. Pourquoi, etc. Voilà. Mais oui, déjà, on peut mettre tout ça dans des machines virtuelles qui sont stockables sur le net, qu'on peut booter sur le net. Ce que font d'ailleurs actuellement les pédophiles qui s'échangent des images pédophiles. Il faut arrêter de dire qu'ils vont sur des forums, qu'ils les trouvent sur Usenet ou sur 4chan. Non, ils utilisent des techniques de cryptographie. Ils vont booter en Allemagne des machines virtuelles qui sont dans des conteneurs chiffrés.
Ils y accèdent par des KVM qui sont eux-mêmes accessibles uniquement par des adresses IP, par des mots de passe et qui sont chiffrés. Et ils accèdent à leurs images comme ça. Enfin, voilà, c'est déjà il faut utiliser leur technique parce que ils se font pas prendre. Alors que ça va faire 10 ans qu'ils en font, ils se font pas prendre. Donc il faut utiliser ces techniques-là. Mais effectivement, oui, donc mettre ça dans des machines virtuelles, mettre ça dans ce qu'on appelle des shellbox ou des chaosbox ou ce genre de choses qui sont... les comics fournissent des shellbox, par exemple, vous pouvez vous connecter, vous avez un shell SSH, je crois 10 mégas ou 1 giga d'espace de disque. Vous êtes le seul à avoir le mot de passe, donc si vous le perdez, tant pis pour vous. Et vous pouvez, à partir de là, monter des communications, monter des tunnels SSH, ce genre de choses. Mais il faut faire confiance à tous les opérateurs techniques sur la chaîne. Si vous avez un doute, typiquement parlant, moi je ne fais pas confiance à mon fournisseur d'accès Internet sur la fiabilité de mes communications. On sait qu'ils ont déjà mis à plusieurs niveaux des systèmes d'analyse, des proxys. Quand vous êtes avec votre téléphone portable, vous passez par des proxys divers et variés. Je crois que même que dans le cas de SFR, il me semble que c'est un squid. Régulièrement, ça plante. Ah, un squid erreur. Donc voilà, ils analysent déjà vos trafics, etc. Donc moi, je leur fais pas confiance, voilà, parce qu'on m'oblige à leur faire confiance. Si on m'oblige à leur faire confiance, c'est que c'est louche. Non, je suis pas encore chef d'AN, mais j'y suis bientôt chef d'AN. Mais voilà, quelqu'un qui me dit non, mais fais-moi confiance parce que t'as pas le choix, il n'est pas digne de confiance. Donc je vais pas lui faire confiance, donc je vais chiffrer mes données. Je veux avoir le choix de faire confiance ou pas. Excuse-moi, tu parlais des techniques des pédophiles. Tu es en train de dire en fait que l'OPSI sert à rien, c'est bien ça, j'ai bien compris. Ouais, non mais alors, ce que je suis en train de dire, c'est que globalement parlant, l'ensemble des lois qui votent pour réguler Internet ne servent à rien. Parce que je peux faire passer un paquet de vidéos ou d'images ou autres pour, regardez, c'est une page Google, ça ressemble, c'est pareil, même trafic, ça passe par les mêmes tubes, il y a les mêmes headers, etc. Je les encapsule, donc sauf que ça arrive sur un serveur à l'autre bout du monde. Et ça ressort. On sait actuellement très bien sortir du Grid Firewall of China, qui est quand même un peu l'état de l'art en la matière de filtrage au niveau d'un pays. On tord les protocoles dans tous les sens et ça passe, ça sort. Donc les gens qui ont des choses à cacher le cachent déjà. Donc il faut que le grand public utilise ces techniques-là aussi au quotidien pour que tout le monde ait des choses à cacher, parce que nous avons tous quelque chose à cacher. Et voilà, leurs lois ne servent à rien si tout le monde le fait. Si effectivement ils font oui, on a mis un filtre DNS, vous ne pouvez pas accéder en Tunisie avec le nouveau filtrage qu'ils ont mis en place, filtrage pornographique, il n'y a pas Tumblr. Parce que Tumblr a été classé par le fournisseur de liste de filtrage comme pornographique. Voilà. Pas accès à Tumblr en Tunisie à cause du filtrage pour la pornographie. Moi, il y a juste un petit truc en fait qui me dérangeait dans ce que tu expliquais sur les points d'entrée, les points de sortie, enfin surtout sur les points de sortie, c'est que quand on parle en fait d'anonymiser ses flux, le premier bon réflexe, c'est quand même également d'essayer de choisir ton point d'entrée. Oui, ton point d'entrée, idéalement, il est dans ton PC, directement. J'en suis pas sûr. Enfin, on peut... Après, ça dépend, il faut regarder vraiment, il faut ouvrir le code. Après, donc moi, je parle de Tor ou d'I2P ou de Freenet ou tout ce genre de trucs-là. On choisit un point d'entrée, il me semble plus ou moins aléatoirement dans une liste disponible. Et normalement, le point d'entrée reçoit la communication chiffrée où il n'a pas le destinataire, le point d'entrée. Il ne sait pas où ça va. Il voit ce que c'est, mais il ne sait pas où ça va. Le seul qui sait tout, c'est le point de sortie. Mais c'est pareil, il faut faire confiance à tous vos intermédiaires techniques ou alors chiffrer à fond pour pas qu'ils aient les données. Donc Tor n'est pas une solution à utiliser toute seule. Il faut au moins Tor plus SSL. Quand vous utilisez Tor pour faire du téléchargement, il faut chiffrer vos données le plus possible en plus de simplement utiliser Tor. Ah oui, alors là, un petit lien vers le cryptoanarchy.org dont Fou et Boutou vous ont passé, qui contient plein de ressources pour les méga paranoïaques. Enfin, il y a vraiment de quoi se faire mal à la tête. Oui, c'est juste une petite question au niveau de PGP ou GPG. Si c'est toujours considéré comme une arme de guerre quand... Alors non, plus depuis la LCEN en fait, qui a dit mais vous pouvez utiliser, c'est ce que disait le monsieur, on peut utiliser ce qui se fait dans l'état de l'art. Bon, donc l'état de l'art actuellement des clés GPG, elles n'ont pas vraiment longueur finie, c'est juste une question de temps. Donc on peut utiliser la longueur et les algorithmes qu'on veut. Puisqu'ils sont déjà connus, publiés, déclarés auprès du ministère, blablabla. Ils ne savent toujours pas les casser, mais on a le droit de les utiliser. Juste, si on te demande la clé, tu dois la donner. Ils savent toujours pas les casser, je sais pas, mais j'ai quand même entendu parler de piscines de calcul qui mangent du RSA, quoi. Ouais, moi je du RSA 512, du RSA 1024, c'est pas grave, on monte 4096, après il y a le 8192, on double, à chaque fois que nous on double, c'est une exponentielle de temps, nous c'est une linéaire, c'est exponentielle. Donc, tu sais où on en est par rapport au GP, justement au calcul GPU, clusterisé, tout ça? Alors, je sais qu'il y a des boîtes, il y a une boîte américaine par exemple qui s'appelle Réservoir, qui est spécialisée là-dedans, qui est capable apparemment à la volée de faire des choses assez intéressantes.
En déchiffrement à la volée, je sais pas trop, je me suis pas trop renseigné encore sur ce côté-là. Je sais que le RSA vit ces derniers jours actuellement. Le 512 devrait plus tarder à tomber, à mon avis. Voilà, c'est pour ça, c'est ce que je disais, tout cryptosystème a une limite. Il faut savoir que ça se périme, mais il faut savoir le changer. Donc il faut pouvoir il faut pouvoir assez rapidement changer vos données. Avec des ordinateurs quantiques, par exemple, on peut casser tout ce qui est cryptographie asymétrique comme ça, quasiment. Et comme ils en produisent actuellement 128 qubits pour 10 millions de dollars, une modique somme, je trouve, je vais en prendre un pour mettre chez moi. Voilà, donc il faut savoir quelles sont les armes de l'ennemi pour pouvoir nous les tuer, parce qu'on est effectivement dans un système pas de guerre, plus de guérilla, où il faut s'équiper, il faut sortir des armes de plus en plus grosses, parce qu'en face ils vont sortir des défenses de plus en plus grosses et qu'on veut les attaquer et qu'on veut passer quand même. D'autres questions ? Oui, est-ce que tu penses que ce genre de discours que tu tiens et que beaucoup de gens tiennent va sortir de ce milieu un petit peu comme ici ou comme ailleurs, qui va devenir plus grand public, qui va toucher les gens, les utilisateurs de Twitter, Facebook, etc., le surfeur lambda internaute? Alors oui, pour deux raisons. D'abord parce que les gens veulent voir quand même leur prône et veulent quand même télécharger leur film et que c'est pas l'Adopi qui va les empêcher. Donc ils vont apprendre à chiffrer leur communication pour pouvoir télécharger tranquillement leur porn du soir ou leur film à la con, enfin voilà. Deuxième chose, il y a des mouvements comme LulzSec ou Anonymous qui font quand même une certaine médiatisation et qui font prendre conscience que non, mais c'est pas parce que Sony dit qu'il protège vos données qu'il les protège. Typiquement, le PlayStation Network qui s'est ouvert en deux, ils ont perdu 70 millions de comptes, qui ne savent pas comment ils vont faire pour remettre à zéro les mots de passe parce qu'ils ont perdu toute leur base de données, etc. Voilà, donc il y a des opérations médiatiques comme ça qui font prendre conscience aux gens qu'il faut sécuriser la connexion. Alors, le problème, c'est que les gens vont faire confiance à l'État, et c'est un peu leur problème. Et ils partent du principe que l'État va les protéger en faisant non, mais regardez, on va interdire aux méchants pirates d'exister. Donc ça va faire comprendre que ça n'est pas possible. Donc déjà en parler, utiliser des outils simples comme Tor, comme HTTPS Everywhere, comme PGP ou GPG qui restent quand même relativement simples à utiliser par rapport à TrueCrypt ou autre. Déjà rien que ça, utiliser au quotidien. Bon alors, vous n'utilisez pas Tor pour faire du peer-to-peer parce qu'en fait, ceux qui font ça, ils passent par des nodes proxy sortants qui sont situés un peu partout dans le monde. Et si tu sors aux États-Unis, ah bonjour, vous avez téléchargé du porn ou tel film que vous n'aviez pas le droit de télécharger, notice DMCA, on saisit votre matériel. Donc le nœud Tor est fermé, donc on réduit le réseau. Il y en a quelques-uns aux États-Unis. Il y a des nœuds pareils en France. Donc en France, si quelqu'un utilise un nœud sortant en France pour télécharger un film protégé, enfin surveillé par Feu TMG ou par n'importe qui d'autre, c'est l'opérateur du nœud qui est le dernier endroit auquel on peut remonter, parce que lui, il ne peut pas dire qui a utilisé son nœud Tor, qui subira en fait les frondes et les foudres gouvernementales. Donc évitez d'utiliser le Tor pour aller télécharger votre truc sur le peer-to-peer. Utilisez le peer-to-peer bêtement ou méga upload. De toute façon, ils ne peuvent rien contre vous. Ils ne peuvent pas vous accuser, ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent rien prouver. Donc voilà. Et surtout, arrêtez de regarder de la merde et vous êtes tranquille. Ouais, par exemple. Surtout quand il n'est pas sorti. Il y a encore une question là-bas. Je voulais savoir, est-ce que tu as eu le bon goût quand même de cacher un Rickroll dans tes QR codes? Non, même pas en fait, parce que je les ai fait un peu à l'arrache, donc non, j'ai pas mis de Rickroll dans mes slides. Je vais les stocker quelque part, ils sont en licence WTF, EPL, donc faites ce que vous voulez, payez-moi des bières et voilà. Et il y a des ateliers où on pourra faire un peu plus d'installation de configuration, on pourra avoir un peu plus tous les systèmes cet après-midi, je sais pas vers quelle heure, ici. Donc voilà, j'ai pas vraiment de programme, donc si vous voulez qu'on fasse des trucs divers et variés, on le fera, on essaiera de réfléchir à ça, etc. Oh, oui, j'ai juste une petite question. En fait, il y a une connaissance dans ma région qui a été convoquée la semaine dernière au commissariat parce qu'il a un nœud Tor de sortie. Et donc, il y a eu des commandes qui ont été passées par ce nœud Tor dans une boutique française envoyée au Gabon, je ne sais où. Donc, du coup, il a été convoqué. Et si quelqu'un peut me répondre au niveau juridique, qu'est-ce qu'il risque concrètement ? Tu as les réponses normalement sur le site de Tor, il me semble, et normalement, il risque rien. C'est ce que dit Tor, hein, mais du point de vue légal, apparemment, il risque rien. Ouais, parce qu'il faut quand même bien voir que Tor, ça a été écrit par des gens, alors je crois que c'est de la NSA ou de la CIA, je ne sais plus, et d'autres personnes dans les agences de presse, donc c'est quand même pas n'importe qui. Alors bon, du coup, effectivement, c'est la NSA, la CIA, il faut indirectement leur faire confiance. Mais il y a des alternatives qui existent.
Mais ça reste un système qui est quand même globalement sûr. Donc, mais voilà, sur le cas de l'achat en ligne, il y a sur le site de e-commerce, ils ont le nom, l'adresse qu'a mis le mec. Donc normalement, vous le retrouvez, lui, il craint a priori rien. Il est obligé de dénoncer si on lui demande, puisque c'est un prestataire technique dans ces cas-là. Voilà. C'est un prestataire technique d'Open Proxy. C'est la galère monstrueuse juridique, mais je pense qu'il ne craint pas grand-chose. Moi j'ai un ami à qui c'est arrivé, et donc il a été convoqué, et au final il a prouvé qu'il avait un nœud Tor, et après toutes les adresses de réception et tout ça, c'était pas chez lui, donc du coup il a pas eu de problème au final. Ouais, parce qu'il y a aussi cet avantage-là, hein. La mésaventure du parti pirate allemand le prouve. Les forces de police n'y connaissent pas encore trop bien comment fonctionne tout le système. Bon, ils ont des bureaux très spécialisés, hein, mais voilà. L'OPJ classique qui va faire la perquisition chez vous n'y connaît pas grand-chose. Donc il va prendre ce qui ressemble à un ordinateur et va laisser le reste. Mais je pense qu'il craint pas grand-chose. Donc on se retrouve avec des policiers qui prennent des PC alors que c'est pas dans les PC, c'est dans des serveurs qui sont au Brésil, au Turkménistan, en Azerbaïdjan, enfin voilà. Oui. Donc moi j'avais une question pour revenir un peu sur le côté grand public de toutes ces solutions. Est-ce qu'il y a des projets pour rendre tout ça vraiment très facile à installer? Parce que si on veut que ce soit utilisé par monsieur tout le monde, on voit bien que ce qui marche, par exemple l'iPhone, tout ça, c'est des trucs dont les gens ont l'impression que ça marche. Alors que si on va commencer à parler de Tor, parler de GNU-PG, tout ça aux gens, ils vont pas vouloir s'intéresser aux détails. Donc pour que ça marche, il faut quelque chose, il faut dire aux gens, voilà, il y a une solution qui existe pour l'installer facilement. Est-ce qu'il y a des projets comme ça? Alors pour Tor, oui, il y a des solutions avec des navigateurs compilés statiquement, avec le Tor button intégré, etc. Donc ils sont sur torproject.net, c'est des images ISO que vous pouvez télécharger et utiliser. Sur le cryptoanarchy.org et sur le site de Telecomics, pendant un temps, on avait une ISO d'un Ubuntu un peu sécurisé, il me semble. Il y a le Tor button comme application Firefox qui doit exister en Chrome, qui est un bouton, vous cliquez, ça active Tor, vous cliquez, ça désactive Tor. Je pense que difficilement plus simple, ça commence à devenir compliqué. Pour GNU-PG, donc soit c'est intégré directement dans le client mail, il s'occupe de faire la génération de clés, il s'occupe de tout ça, il vous demande juste un mot de passe s'il veut chiffrer ou pas. Ou sinon, il y a Enigmail qui me semble un plugin pour Thunderbird, pareil, qui se trouve sur les add-ons Mozilla Thunderbird, qui se télécharge. HTTPS Everywhere, vous allez sur le site que je vous ai passé en tag, vous cliquez sur installer, ça s'installe. Voilà. Donc tous les outils que je vous ai parlé sont des outils qui sont pour moi destinés au grand public, à être utilisés par le grand public, par des gens qui ne sont pas des casseurs de code, qui ont autre chose à faire que de naviguer en mode texte avec un links pour être sûr que personne n'espionne rien, qu'ils n'aient pas de JavaScript et ce genre de choses. Ouais, ce que je veux dire, c'est que, comme tu disais tout à l'heure, il faut combiner toutes ces solutions pour arriver à avoir vraiment une sécurité la meilleure possible. Et d'après tout ce que tu as dit, il n'y a pas vraiment de solution qui permettent de facilement installer tout à la fois, tout ce dont on a besoin. Alors non, il n'y en a pas. Il y a beaucoup d'applis sur le market et sur l'iTunes Store. Sur l'iTunes Store, je suis moins sûr. Je sais que sur l'Android Market, il y a une application Tor qui s'installe et tu dis si vous voulez l'utiliser sur la 3G ou pas, sur le Wi-Fi ou pas, tu as des applications. Mais effectivement, il n'y a pas... s'il y a des images ISO, des images ISO sécurisées. Donc tu la prends, tu la bootes, elle est en lecture seule, tu as tout ce qu'il faut en cryptographie, tu mets ça, c'est une clé USB que tu mets dans ton PC, tu bootes dessus, tu les récupères. J'ai pas les projets en tête, je sais qu'il me semble que la Fédération internationale des droits de l'homme en a une, Telecomics en fournit, il y en a plein qui... D'accord, donc elle est en cours de développement. Donc des images ISO comme ça sécurisées, il y a un paquet. Donc toujours pareil, si jamais vous voulez en recommander une à quelqu'un, testez-la d'abord, regardez-la, regardez ce qu'il y a dedans, et donnez-la à quelqu'un. D'autres questions? Là-bas. Là. Voilà. On va changer un peu, c'est tout le temps les mêmes sinon. Oh là, le monsieur avec le chat sur le ventre. Justement, par rapport au macOS 17, est-ce que Tor modifie les user agents? Est-ce que Tor modifie les user agents? Alors non, c'est pas le rôle de Tor. Le rôle de Tor, c'est de chiffrer la communication. Pour modifier ton user agent, tu utilises le plugin de modification du user agent de ton navigateur. Voilà. Il y avait une question là-bas, je crois. Par rapport au commun lambda qui va vouloir le one-click, mais aussi la rapidité. Et le problème avec Tor, c'est qu'il va passer tout le temps par la connexion la plus basse, non? Alors, effectivement, quand tu vas sur Google avec Tor, tu en as pour 1 seconde et demie à 2 secondes de lag, parce que il faut passer par 6 nodes de plus avant de sortir. Je crois que c'est 6 par défaut de 3 dans un sens, 3 dans l'autre. On passe par 6 intermédiaires supplémentaires qui font tous de la cryptographie. C'est plus lent, mais après, tu es sécurisé. Il faut choisir. Soit c'est pareil, plus un système est sécurisé, moins il est pratique à utiliser.
C'est une loi universelle. Hein. Quand tu mets des règles de mots de passe qui changent tous les 15 jours, qui font 45 caractères de long, il faut des chiffres, des lettres, des caractères spéciaux, pas de suite, pas de reproduire des racines qui ont déjà été présentes. Les utilisateurs, ils finissent par coller des post-it sur leurs écrans. Au bout d'un moment. Donc, il faut trouver un bon intermédiaire. Donc, utilisez déjà Tor HTTPS Everywhere pour votre surf quotidien ou quand vous avez besoin de surfer sur des trucs un peu particuliers ou vous ne voulez pas qu'on vous suive. C'est déjà un bon point de départ. GPG peut très bien servir à chiffrer vos mails, c'est assez discret. Finalement, il vous demande juste votre passe-phrase quand vous envoyez un mail chiffré, etc. Voilà, ça reste des trucs qui, pour moi, ont un coût d'utilisation qui est réduit. Alors, effectivement, si vous êtes sur un modem 56K en Égypte et que vous utilisez Tor, ça ne va pas être rapide. Mais ce sont typiquement les situations où il faut utiliser Tor. Une autre question là-bas. Et les légendes Tor et Applet Java pour repérer les gens. Pour repérer l'adresse source. Il me semble que c'est de la légende. Non? Ah oui, il faut effectivement éviter de surfer avec du JavaScript actif parce qu'il récupère en fait... Oui, parce qu'en fait, Tor permet de chiffrer un flux, mais ne chiffre pas tous les flux sortant du PC. Donc il faut se méfier et ne pas... Tor se couple avec un proxy. Alors il y a deux problèmes avec Tor. Le problème c'est que c'est un proxy TCP. Donc les requêtes UDP, typiquement le DNS, ne passent pas par Tor. Donc on peut savoir où est-ce que vous êtes allé. Alors quand vous tapez www.google.com, tous ceux qui se mettent sur la liste, sur la ligne entre vous, savent que vous avez demandé cette résolution de nom. Ça se contourne. Par exemple, le dernier Firefox, on peut faire passer les requêtes DNS directement par les proxys. On peut faire passer... Il y a des proxys DNS, des proxys UDP qui font passer ça. Ensuite, Tor, c'est juste un logiciel de crypto. On le couple généralement avec un proxy, en l'occurrence c'est Polypo. Tu peux couper le micro, je crois qu'il y a un Larsen assez désagréable. Merci. Donc, ça se couple avec un proxy. Donc, le proxy, après, vous dites à vos flux de l'utiliser ou pas. C'est un proxy SOX. Or, Tor est par défaut un proxy SOX et Polypo permet de faire un proxy HTML ou HTTP, donc de passer par un proxy. Donc, effectivement, Tor ne chiffre qu'un flux. Si vos données dans le flux transitent en clair et qu'il y a un mec au bout qui a vu que vous avez pasté votre adresse IP de domicile dans vos paquets, le mec en sortie, il peut la retrouver. C'est pour ça qu'il ne faut pas utiliser Tor tout seul, qu'il faut utiliser Tor avec SSL. Si vous utilisez Tor tout seul, il suffit de se mettre au milieu, de faire ah oui, quand vous allez sur votre page Facebook par exemple, oui, login from, ils mettent votre adresse IP publique qui sort ils mettent l'adresse IP de votre accès, voilà. Ça ne fait que chiffrer au niveau du protocole, ça chiffre un flux et non pas des données. C'est pour ça qu'il faut le coupler avec SSL, c'est pour ça qu'il faut coupler avec d'autres techniques. Et donc oui, effectivement, si vous n'êtes pas prudent sur Tor, on peut choper qui vous êtes assez facilement. D'autres questions? Là-bas. Rallume le micro. Ouais, c'est fait. Par rapport aux problématiques de cryptographie et de sécurité dans les mouvements sociaux, pour moi, ça me paraît totalement aberrant. C'est-à-dire, mais par rapport à un usager qui n'est pas cryptographe, etc., ça me paraît aberrant de demander à quelqu'un d'être assuré sur le fait que sur toute la chaîne, il ait le contrôle, d'une part, et d'autre part, de lui demander d'être sûr lui-même de la confiance qu'il donne sur toute la chaîne. C'est-à-dire que dans n'importe quel mouvement, c'est extrêmement facile de se faire accepter comme le copain de quelqu'un. Et il n'y a rien qui permet d'éviter ça. Et donc, pour moi, le seul moyen que ça fonctionne, c'est pas du tout une recherche de cryptographie mathématique, machin. C'est purement et simplement de jouer sur la vitesse et sur le fait qu'il y ait des points qui soient multiples et du coup, il soit très difficile de contrôler. C'est-à-dire, s'il y a plein de petits mouvements à des tas d'endroits différents, on ne peut pas être partout à la fois si on est un organisme de sécurité. Et même si la communication est en clair, et surtout qu'on peut se démerder pour être assez gênant et tout à fait légal. Donc c'est pas forcément la peine de chercher à être super crypté. Il y a des tas de choses qui peuvent être faites et utiles
qui sont totalement légales, qu'on a le droit de faire. Ça embête des tas de gens, mais c'est légal. Même dans des pays très contrôlés, etc., personne ne peut rien faire. Alors, vaut mieux former des gens à avoir des mouvements extrêmement légaux et extrêmement respectueux et de fonctionner partout et de ne pas passer son temps sur de la cryptographie en s'imaginant qu'on est contrôlé de partout, ce qui est vrai. Mais du coup, où les gens prennent les habitudes d'avoir des activités qui effectivement sont égales, ce n'est pas un jugement de valeur là-dessus, mais sur le fait que de toute façon, c'est un mythe, c'est-à-dire que n'importe quand, je suis le pote de machin, je viens souvent, je bois un café avec quelqu'un, je suis dans son réseau un jour ou l'autre, je l'embrasse, je couche avec lui, voilà. Enfin, je veux dire, c'est inévitable. Alors, on est bien d'accord, et c'est bien pour ça que j'ai dit que la crypto-anarchie est une théorie mathématique, qu'elle est très bien pour organiser, pour communiquer à l'échelle de la planète, mais pour des petits mouvements locaux, pour s'organiser, quand on organise une manif ou autre, effectivement, il vaut mieux communiquer très rapidement. Et puis même, de toute façon, on peut toujours utiliser des codes. Un langage codé, c'est jamais, par exemple, si on parle anglais alors qu'il n'y a personne qui comprend l'anglais, c'est déjà un langage codé, typiquement. Donc il y a plein de techniques, et ça reste de la cryptographie. Enfin, la crypto-anarchie n'est qu'une théorie mathématique. Elle ne tient pas le terrain parce que quand il y a des CRS qui vous chargent, vous partez en courant et non, vous n'avez pas cherché à chiffrer vos communications. Vous hurlez qu'il faut partir en courant, etc. Il y a des informations qui ont besoin d'être transmises très rapidement. Donc effectivement, il faut un équilibre entre les deux. Mais quand on communique, quand on veut échanger des mails, par exemple avec RSF, avec Wikileaks, avec Cryptome, avec Telecomics, avec plein de gens qui peuvent récupérer des données, les stocker, etc., et que vous avez peur que l'envoi de ces données-là puisse vous être reproché, il faut chiffrer. Je pense notamment aux journalistes, je pense aux gens qui sont sur le terrain, etc. Pour l'organisation de mouvements, etc., effectivement, quand on est là à se parler, c'est pas peine de chiffrer. N'importe qui est dans le lot peut récupérer l'information. Mais c'est pareil pour la cryptographie, d'où l'intérêt du Web of Trust. S'il y a quelqu'un qui pollue le Web of Trust, un espion qui rentre dans un Web of Trust, etc., qui espionne après tout ce qui se passe dans le Web of Trust, il casse tout le Web of Trust. C'est extrêmement fragile. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Le jour où on vous demande de signer la clé, assurez-vous bien de l'identité de la personne. Parce que n'importe qui fait « oui, mais c'est moi, Wokin, voilà ma clé, blabla », avec une fausse clé, on peut se retrouver avec un Web of Trust pollué, cassé, avec de l'usurpation d'identité, etc. Ça ne résout pas tous ces problèmes-là. Ça apporte juste la liberté de communication. Question d'IRC de Chain. Si toutes les méthodes de chiffrement sont appelées à être percées, pourquoi chiffrer au final? Ne vaudrait-il pas mieux s'orienter vers la philosophie du data love? Le data love n'est pas du tout incompatible avec la cryptographie. Le data love s'occupe de faire passer de la donnée, et un paquet chiffré reste de la donnée. C'est pas de l'information, mais c'est de la donnée. Donc le data love va être plus au niveau du routage de l'infrastructure que réellement du contenu du message. L'intérêt de chiffrer, c'est que ça retarde l'adversaire. C'est-à-dire qu'un cryptosystème a cassé, mettons que ça prenne 3 semaines. Donc vous cryptez avec un truc qui dure 3 semaines. Il faut 3 semaines pour le casser avec l'état de l'art. On se dit, très bien, on se voit dans une semaine, à tel endroit, à telle heure, pour aller foutre le bordel. Le temps que les mecs ils déchiffrent, ils vont mettre 3 semaines à déchiffrer. Vous, au bout d'une semaine, l'info, elle n'a plus aucune valeur. Vous avez déjà fait votre truc. Donc le but de la cryptographie, c'est vraiment c'est pas de ne pas du tout être lu, c'est faux. Vous pourrez être lu. Un mec motivé finira par lire votre message. C'est de protéger votre message suffisamment longtemps pour que le fait qu'il soit public et connu par votre ennemi soit finalement sans importance. Et c'est aussi pour ça qu'il faut régulièrement mettre à jour ces algorithmes, qu'il faut patcher, qu'il faut tenir à jour tous ces algorithmes de chiffrement et ces suites de chiffrement. Parce que sinon, il y a une faille qui peut être exploitée parce que l'implémentation n'est pas juste. Il peut y avoir ce genre de choses-là et qui fait que le système en soi se périme. Mais c'est la vie d'un cryptosystème. Il faut le maintenir à vie, il faut le maintenir à jour. Wow. Ici. En fait, c'est juste pour rebondir sur ta question et la question sur IRC, c'est à peu près la même, c'est un peu ce que tu viens de dire. C'est en fait ta vitesse, elle est juste, elle est dépendante de la vitesse d'analyse de la personne en face. Donc, à partir du moment où tu es suffisamment rapide par rapport au message que tu veux délivrer et que tu prends en compte le fait qu'à un moment ou un autre, dans le futur, il sera cassé. C'est toujours la manière dont je vois ça, c'est toujours une course, c'est toujours la même chose. Oui, c'est une course financière. Le temps, c'est de l'argent, surtout dans le crypto. Vous avez 2 méthodes pour casser un code, soit vous y passez 4 heures, soit vous y mettez $500.
Au final, ça revient à peu près au même. Le temps, c'est de l'argent. Donc, combien ça vous coûte de chiffrer, combien ça leur coûte de déchiffrer. Tant que ça vous coûte moins cher de chiffrer que eux, ça leur coûte de déchiffrer, allez-y, chiffrez. Quand vous passez le point inverse, il faut arrêter. Parce que ça veut dire que vous utilisez trop de méthodes. Ou voilà, si vous avez juste un message, on se revoit dans 3 jours, vous n'avez pas besoin de mettre un code qui va tenir 3 ans. Vous avez besoin de mettre un code qui va tenir 3 jours et demi. Pour pouvoir, juste que les mecs ils mettent 3 jours et demi à le casser et que, ben voilà, trop tard, on s'est vu. Si vous voulez faire sortir un mail chiffré comme l'assurance Wikileaks en RSA, machin chose, etc., bah, mettez quelque chose de costaud parce que vous ne savez pas quand vous en aurez besoin. D'autres questions? Parfait. Merci de votre attention.